Je pense que être heureux, c'est accepter d'être humain. Et être humain, c'est quoi? C'est se vivre à la fois dans le moment présent et dans le temps en acceptant nos émotions. Or, dans nos émotions, il y a quand même six émotions de base et elles sont pas toutes kiffantes dans le ressenti. La C'est des émotions première, primaires. exactement. Je m'appelle Mohamed Bouclé, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance illimitée. Dans le podcast Connaissance illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance illimitée et aujourd'hui j'ai l'honneur d'avoir Emma Scali avec moi. Elle est coach, psychothérapeute, actrice, auteur. Elle a 15 vies et 10 milliards de casquettes et j'ai l'honneur de l'avoir avec moi parce qu'aujourd'hui on va parler de plein de choses. Elle a un parcours juste extraordinaire et elle a une phrase qui la caractérise, c'est que tout ce qui ne tue pas rend plus fort et elle vous expliquera pourquoi lors de ce podcast et je vous dis, il va juste être extraordinaire. Bonjour Emma, comment tu vas? Bonjour, merci beaucoup. Bah, merci pour cette présentation super sympa. Écoute, ça va plutôt bien. Ça va, D'abord, je suis super. ravie d'être là. Et ben moi aussi je suis ravi d'être avec toi. En plus j'ai eu la chance de lire un peu ce que tu fais. J'ai même pu lire une pièce de théâtre que tu avais écrit. Peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Et ça m'a énormément marqué. On va parler un peu de tout ça. Mais avant, moi je t'ai présenté avec mes mots. J'aurais aimé que toi tu te présentes avec tes propres mots et après on va commencer. Ok, super. Qu'est-ce que je peux dire de moi? D'abord que je suis une femme, bon, bah, voilà, et je suis aussi une maman. J'ai deux enfants et ils sont un peu les piliers de ma vie. Et on aura l'occasion d'en parler après. Donc voilà. Et puis, dans mon activité professionnelle, je devrais dire plutôt dans mes activités professionnelles, je suis donc psychanalyste. Enfin, je reçois des personnes, que ce soit en individuel ou en couple dans mon cabinet de psychothérapie. Et j'ai également une activité créatrice assez riche puisque à la base, en fait, j'ai fait des études de philosophie et de théâtre et donc je suis comédienne et je suis liée à ma vie en général devenue également auteur. Donc j'ai écrit deux livres et surtout j'interviens, enfin je suis scénariste, donc je développe des projets à la télé ou au cinéma. Et j'ai une casquette un peu particulière aussi en tant que scénariste, c'est que je travaille j'accompagne aussi sur certains projets sur la psychologie des personnages de séries. Et donc, il y a des projets sur lesquels je travaille, comme des séries qui sont en préparation, là, des séries polars pour TF1, j'écris pour RIS Police Scientifique, par exemple, et où j'interviens et je vais dire, bah, ça, le personnage, il peut faire, ou ça, par exemple, il pourrait pas faire, parce que selon son profil psychologique, ça marcherait pas. Et D'accord. j'ai écrit aussi un bouquin là-dessus. Voilà. Un Wow. petit peu. Et alors, ma première question, c'est quand je t'entends me dire tout ça, comment tu arrives à jongler? Parce qu'entre mère, femme, plus toutes les activités que tu vas me dire, comment tu gères toutes ces casquettes? Alors, je sais pas trop comment je fais. Je pense que c'est une forme de personnalité un petit peu dont on pourrait dire qu'il y a un esprit en arborescence. Donc, en fait, ça fait des pop un peu partout chez moi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une donnée fondamentale dans tout ça. C'est que ce que j'aime, moi, c'est la rencontre avec l'autre. Avec l'être humain, je suis un être hyper curieux. Et donc, finalement, j'ai l'impression que tout ça, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le médium, en fait, est différent, que ce soit quand je joue sur scène ou à la caméra, ou que ce soit quand je reçois mes patients ou quand j'écris. Mais finalement, le dénominateur commun, c'est l'humain, la rencontre avec l'autre, l'altérité et dans ma personnalité à moi, le côté interprète. En fait, je pense que ce qui me définit, c'est que je suis une interprète. Et donc, je vais être ou bien une interprète sur scène ou devant la caméra quand je suis actrice, ou bien je vais être l'interprète d'une histoire qui est ou la mienne ou celle de d'autres auteurs, et on va mettre en forme cette histoire sur le papier, où j'interprète quand je suis dans mon cabinet avec les gens. Ils me racontent eux leur histoire, et à partir de là, on va essayer d'en définir un sens
pour qu'ils puissent se la réapproprier autrement. Donc finalement, je fais la même chose partout, mais avec des ingrédients différents. C'est un peu comme si j'étais un cuistot. Et puis, D'accord. un coup, je fais des desserts, un coup, je fais des entrées, puis un coup, je fais des plats principaux. D'accord. Ok. Waouh. C'est une bonne métaphore. Et quand tu étais jeune, c'est ce que tu voulais faire parce que je crois que tu as été prof de philo également à un moment. Oui, oui. Alors, en fait, moi, quand j'étais toute petite, Hmm. la première chose que j'ai eue ou que j'ai rêvé de faire, je voulais être violoniste. Donc, on est toujours à l'endroit de l'interprète, hein. Et je voulais être, enfin, plus précisément, je voulais pas être violoniste, je voulais être Yudi Menuhin. Donc, gros ego, grosse ambition, un des plus grands violonistes qui a existé. Sauf que j'ai rapidement compris que je serais pas Yudi Menuhin, je serais peut-être une bonne violoniste, mais pas Yudi Menuhin. Et mon ego en a pris un peu un coup. Et quand je suis devenue premier violon au conservatoire d'arrondissement de chez moi, je me suis dit, OK, mais je deviendrai jamais la plus grande violoniste du monde, donc j'arrête. C'est pas terrible, hein, D'accord. comme truc, hein, à côté très, très ambitieux, gros ego, D'accord. pas bien. Et puis j'ai découvert le théâtre, en fait, à ce moment-là. Mhm. Et j'étais une petite fille très timide, en fait. Donc, qui avait du mal à s'exprimer, plutôt bonne élève à l'école, mais qui avait du mal à s'exprimer. Et le jour où j'ai découvert le théâtre, j'ai fait, ah, waouh, on peut être des personnes différentes et on peut s'éclater différemment. Après ça, j'ai voulu devenir prof. Et au départ, je voulais être prof de français. D'accord. Parce que j'avais une prof de français qui était géniale, qui s'appelle Madame Benoît. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais si jamais un jour elle nous écoute, eh ben, je lui rends hommage. Annick Benoît, elle s'appelle. Et je voulais faire comme elle. Et je suis allée la voir un jour et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire comme vous et tout. Et elle m'a dit, ben non, je pense que vous ferez pas comme moi. J'ai très très mal vécu. Et elle m'a donné l'exemple d'un garçon qui était dans ma classe qui s'appelait D'accord. Benjamin et qui était lui un très très bon élève Mhm. et tout. Et elle me dit, et on était un peu en concurrence et Mhm. toujours avec mon ego, je voulais être la première. Et elle me dit, vous voyez Benjamin par exemple, lui quand on lui donne un sujet, et ben il fait exactement parfaitement ce qu'on lui demande. Et vous, bah non. Vous faites toujours, enfin c'est très bien, mais il y en a toujours un peu trop ou pas assez. Vous sortez du cadre. Et donc elle m'a dit, je pense pas que vous serez prof comme moi. J'ai été horriblement vexée quand elle m'a dit ça. Et elle m'a dit, non, je pense que vous serez plutôt avocate ou actrice. Et elle avait raison. Elle m'avait bien perçu, cette dame. Elle t'avait bien cerné à l'époque. Donc, Exactement. elle t'a dit ça non pas pour éteindre tes rêves, mais pour te montrer que peut-être tu avais quelque chose de plus grand ou autre. Exactement. Alors moi, sur le coup, je l'ai très mal pris parce que comme c'était mon modèle, eh ben, je me suis dit, je suis pas comme il faut et je rentre pas dans les cases. Et a posteriori, aujourd'hui, bien des années plus tard, je me dis qu'elle avait raison et qu'en fait, elle avait cerné chez moi, je pense, cette appétence, cette curiosité. C'est pour ça qu'il y en avait toujours trop pas assez parce que c'est un peu le bordel, quoi. D'accord. Ouais, effectivement. Et c'est ce qu'elle elle a bien vu parce que tu t'es lancé, donc tu as fait des études. Mais à un moment, j'ai quand même lu que tu étais prof de philo. Tu as quand même fait un Oui, petit oui, passage. oui, 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 oui. En fait, j'ai fait des études de philosophie, donc tu as très bien lu. En fait, après mon bac, j'ai fait Hippocagne-Cagne. J'étais à Louis-le-Grand au lycée en classe préparatoire aux grandes écoles. Et après, je suis rentrée à la fac donc en philo et j'ai été jusqu'au doctorat, juste avant le doctorat, de philosophie. Et parallèlement à ça, je faisais des études de théâtre. Donc, j'étais dans une école de théâtre qui s'appelait le Cours Périmonie. Et après, je suis rentrée à l'ESSAD, qui est l'école de théâtre de Jean-Louis Martin Bardas, qui est un peu l'antichambre du conservatoire. Enfin, à l'époque, c'était ça. Et en fait, je faisais les deux en parallèle. C'est-à-dire, je faisais mes études de philo et ça en même temps, un petit peu comme un double cursus. Et donc, après, bah, je suis devenue comédienne et en même temps, pour vivre, Vivre et et arrondir ben, les fins de mois, t'as fait prof. exactement. Voilà, j'ai donné pas mal, beaucoup de cours de philo. Et en réalité, la philosophie fait partie de ma vie et elle fait partie de ma vie un peu partout. À la fois dans ma pratique thérapeutique, enfin, je veux dire, elle est vraiment au cœur de l'accompagnement que j'ai avec les gens, mais aussi parfois dans des spectacles ou des films que j'écris, la philo est aussi au cœur enfin, elle est dans mon ADN en fait.
Mais c'est une philosophie plutôt pratique, c'est-à-dire que c'est pas tant la théorie, les grands auteurs et tout ça, évidemment, je connais, mais c'est plutôt quel est mon rapport à la vie, à la mort, c'est quoi exister, c'est quoi être honnête, comment je vis moi en tant qu'humain par rapport à la question de la liberté, la question du destin, ce genre de choses-là en fait. Et c'est quoi pour toi être heureux? Parce que ça, c'est une question. Pourquoi je te pose cette question? Après, tu réponds à ta manière. Parce que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, il y a plein de profils différents. Mais je sais que on est tous sur cette quête du bonheur, mais en Oui, l'impression, elle est un peu sans fin, sachant que on se compare beaucoup aux réseaux sociaux, à ce qui se passe sur Instagram, sur les différents réseaux, et ce qui fait que souvent on culpabilise, et on a l'impression de pas être assez bien que les autres, et donc à la fin on n'est pas heureux parce qu'on n'est pas en train de vivre le moment présent et en train de vivre ce qu'on pourrait juste accepter ce qu'on a et kiffer ce qu'on a, mais des fois on est malheureux à cause de ça. Et j'aimerais bien avoir l'avis d'une philosophe ce sujet avant de rentrer sur le sujet de la résilience, parce que il y a plein de choses à parler de tout ça. alors, en fait, déjà, moi, j'ai un truc à dire par rapport au développement personnel et un peu à la situation de l'apicratie, j'appellerais ça comme ça, dans laquelle on est. C'est-à-dire que avec toute l'explosion aussi du Mm. développement personnel, et moi j'ai un gros problème avec ce mot de développement personnel, parce que Mm. justement c'est très personnel et ça parle pas de relation. Et moi, je trouve que ce qu'il y a de plus intéressant, c'est la relation avec les autres. Eh bien, il y a un peu une injonction au bonheur. Genre, il faut être heureux. Mm. Moi, je suis pas sûre de ça. C'est-à-dire que d'abord, c'est notre époque qui est vraiment là-dedans, mais si on reprend les philosophes il y a très très longtemps, il y a eu des moments où on pensait que c'était plus important d'être digne d'être heureux que d'être heureux soi-même, par exemple. Mm. Donc, euh, donc, donc voilà. Ensuite, je pense que être heureux, c'est accepter d'être humain. Et être humain, c'est quoi? C'est se vivre à la fois dans le moment présent et dans le temps en acceptant nos émotions. Or, dans nos émotions, il y a quand même 6 émotions de base Mm. et elles sont pas toutes kiffantes dans le ressenti. La C'est des émotions première, primaires. Mm. exactement. Donc, si on reprend les émotions de base, hein, on a la tristesse, la colère, la peur, la surprise, le dégoût et la joie. Ça, c'est les 6 de base. Et si on fait le bilan, finalement, il y a la surprise qui est une émotion neutre, Mm. la joie qui est une émotion cool. Mm. Les autres, on peut pas Mm. dire que colère, peur, Ouais. tristesse, ce soit hyper cool à la base de les ressentir. Sauf qu'elles sont archi nécessaires parce que c'est un Mm. peu nos boussoles en fait. Bien sûr. Et je crois qu'être humain, c'est accepter de traverser ses émotions et finalement être heureux ou en tout cas être serein par rapport à sa vie. C'est accepter d'être traversé et de se traverser à travers ces émotions-là. Moi, je suis également autrice et j'écris donc des films, des séries, des personnages. Et si vous racontez l'histoire de quelqu'un qui est parfaitement heureux tout le temps, à qui il arrive strictement rien de bout en bout, je sais pas, moi, genre c'est le prince Mm. d'un super pays magnifique où tout le monde va bien tout le temps et Mm. puis il rencontre une princesse merveilleuse, magnifique, ou un autre prince merveilleux, magnifique, et puis qu'ils font une belle vie ensemble, et puis Mm. ils ont des enfants, et puis que je continue comme ça pendant 2 heures, vous allez vous ennuyer, en fait, c'est atroce. Et donc, Personne va voir le truc. exactement. Donc, il va falloir amener quoi? Il va falloir amener du conflit. Le conflit, ça va créer quoi? Des émotions. Et dans ces émotions, eh ben, on va avoir de la colère, de la peur, de la tristesse, etc. Et ça va amener de la vie, et c'est ça qui va faire que l'histoire va être intéressante. Et ben, je crois qu'être humain, c'est ça. Je crois que quand être humain dans ce monde dans lequel on est nous, Mm. eh bien, finalement, c'est se laisser toucher et traverser par des émotions. Et quand on fait ça, eh bien, on arrête de résister à ce qui se passe. Mm. Et là, on rejoint ce que tu disais sur le moment présent. Et bien, à partir du moment où tu arrêtes de résister, eh bien, tu te laisses toucher par Mm. l'autre, par toi-même au contact de l'autre. Et finalement, tu atteins une certaine forme de bonheur, mais qui va pas être un bonheur de joie permanent. C'est Mm. pas ça. Mais qui va être de, OK, je me vis pleinement en tant qu'humain, avec mes joies, mes tristesses, mes douleurs, mes colères, Ouais. mes peurs. Effectivement. Et c'est vrai que c'est souvent après la difficulté qu'on a quelque chose d'encore plus beau et qu'on a une sensation, plus j'ai l'impression que plus c'est dur, plus la satisfaction est importante et grande. Et effectivement, quand tout est plat, tout est facile, euh,
bah, on ressent presque rien. Et il y a aucun marqueur après. Donc, si on n'a pas le moins, on n'aura pas le plus à la hauteur du moins qu'on aura eu en parallèle dans notre vie. Et Bah, tout c'est- à fait. Et je crois vraiment que c'est ça, la vie. C'est-à-dire que la vie, c'est une gestion de paradoxes. On peut pas, enfin, ce qui est vivant va à un moment donné changer de forme, donc mourir pour se transformer et être différent. Et je crois que pour jouir de la vie, je ne sais pas si c'est être heureux, mais en tout cas, pour jouir de la vie, il faut accepter la vie dans toute sa forme, dans toute sa complexité, et donc, eh bien, s'en saisir totalement. Et ce que tu disais, c'est intéressant, c'est-à-dire que quand on traverse des difficultés, eh bien, on se rend compte de la préciosité de certaines choses, et on peut s'en saisir pleinement, et ça devient magique. Mais c'est magique aussi parce que c'est précieux et parce que c'est rare, parce que c'est éphémère. Est-ce qu'on marche vers les étoiles? Oui, tout à fait. Tu as lu ça? Alors, Ouais, oui, ben oui, c'est parce, vrai. parce qu'on marche vers les étoiles. Pourquoi je dis ça? Alors, petite anecdote, c'est parce que ton nom de scène, c'est Scully, c'est pas ton nom initialement. Et est-ce que tu Ouais, peux me c'est dire pas mon nom de comment, baptême. voilà, effectivement, et comment tu as choisi ce nom? Parce que c'est en plus en lien un peu avec le bonheur et tout ce que tu viens de Ah dire. bah Comment t'en complètement. as... Alors c'est intéressant parce que donc, je devais avoir 18 ans, quelque chose comme ça. Et donc le nom de mon papa, c'est Biton. Et mon prénom en entier, en fait, c'est Emmanuel. Mais comme on m'appelait Manu, ça me cassait les pieds, donc c'est devenu Emma. Mais ceci dit, Emmanuel, j'aime beaucoup, je trouve que c'est très joli. Bref. Et donc, Emmanuel Biton, enfin, je trouvais que c'était pas très... ça sonnait pas terrible, quoi. Donc, je me dis, je vais me choisir un nom, un pseudo, quoi. Un peu comme Romain Gary dans La Promesse de l'Aube, qui fait toute la liste des pseudonymes possibles. Bon, il a écrit De Gaulle, tout ça, bon, bref. Et ben moi, je me suis dit, je vais choisir quoi. Alors, j'ai été quand même dans mes origines et ma famille, et j'ai une arrière-grand-mère qui s'appelait Cohen-Scali, qui est un nom marocain. Et donc, j'ai décidé de garder que Scali. Mais alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que tu parlais du fait que j'ai fait des études de philo et moi, j'ai travaillé spécialement sur la Florence de la Renaissance, donc du Quattrocento en Italie. Il y a une des grandes familles florentines italiennes qui s'appelait Scali, à l'époque des Médicis et tout ça. Et que je ressemble un peu à une italienne quand même, faut se le dire, même si j'ai aucune origine italienne, mais alors aucune. Hein. D'accord. Je suis viking par ma maman, enfin normande, et marocaine par mon papa. D'accord. Et puis surtout, en fait, la Scala, Scali, en fait, ce sont les marches en italien, donc hein, c'est comme ce qu'on a dans le mot escalier. Et puis dans un dialecte marocain, ça veut dire les étoiles, ou bien la sicilienne, ou bien les étoiles. Et moi, je trouvais qu'avoir un nom qui voulait dire des marches vers les étoiles, je trouvais ça hyper joli, et c'est comme ça que j'ai choisi ce nom-là, qui est en même temps un nom qui est présent dans ma famille. D'accord. Bon, et depuis, tu te fais appeler comme ça. C'est ton nom de scène de manière générale. Oui, en fait, c'est même mon nom d'usage, je peux D'accord? dire, parce que en fait, même mes patients, quand ils viennent me voir, etc., ils m'appellent Scali. Donc, en fait, c'est vraiment mon nom d'usage, un peu comme Johnny Hallyday ou je sais pas quoi. D'accord. Par contre, c'est pas mon nom sur ma carte d'identité, mais c'est un nom avec lequel tout le monde m'appelle comme ça. Et les gens, là maintenant, ils le sauront. Mais il y a beaucoup de gens qui savent pas que je m'appelle pas comme ça, parce que en réalité au départ, donc je suis devenue comédienne, donc c'était le nom que j'utilisais. Et puis quand j'ai fait mes formations pour devenir psychanalyste et thérapeute gestaltiste, une des personnes auprès de qui je me suis formée et qui s'appelle Alain Héril, il était metteur en scène et en même temps psychanalyste. Et il se trouve qu'Alain me connaissait sous ce nom-là, puisque moi, il m'a fait travailler comme comédienne. Et ensuite, il m'a envoyé du monde sous ce nom-là. Donc, après, j'ai pas dit aux gens, je m'appelle pas Ah, comme ça. Enfin, bon, bref, c'était trop compliqué. d'accord. Et donc, c'est devenu mon nom. Ok. Parce que je vois que le théâtre, parce que tu as fait du théâtre, et c'est le théâtre qui t'a fait faire plein de rencontres, parce que là, tu parles de ce prof, D'Alain, ouais. mais il y a aussi ton conjoint, ou, Oui, qui, qui, mon euh, mari.
ton mari, Basile, que tu as rencontré comme ça, lors Alors, d'une audition? Lors d'une alors, je l'ai audition? Ouais. exactement. Enfin, en fait, pour tout dire, je l'ai pas rencontré lors d'une audition. C'est-à-dire que au moment où en fait, j'ai 24 ans et je passe une audition pour une pièce. On est très très nombreuses à passer l'audition et puis finalement on est deux à être retenus par le metteur en scène. Et il me dit, en fonction du comédien qu'on va choisir, parce qu'il devait former un couple, et ben ce sera toi ou ce sera pas toi. Et on est le 8 juin 2005. Et ce jour-là, je vais pas hyper bien, quoi. Et moi, je suis quelqu'un d'assez spirituel, donc je pense que ça aide aussi par rapport à la question que tu posais tout à l'heure sur le bonheur. C'est-à-dire que je pense que le fait d'avoir la foi, alors je sais pas trop en quoi, disons en la vie ou en l'univers ou en la lumière, dans les étoiles, eh bien, ça aide quand même. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, je vais pas très bien, j'ai raté le conservatoire, j'ai l'impression que je suis nulle, que je ferai jamais rien de ma vie. Et comme je suis spirituelle, je prie en fait à l'intérieur de moi et je demande à la vie ou à ma petite étoile de m'envoyer un signe comme quoi je suis bien sur mon chemin et que je suis pas en train de me tromper de chemin dans la vie. Et donc ce jour-là, ce fameux mercredi, eh bien je suis dans la rue et mon téléphone sonne et c'est le metteur en scène de la pièce qui m'appelle pour me dire qu'il ne m'a pas choisi, qu'il a choisi une autre comédienne pour jouer le rôle. Et là, en fait, je m'effondre en larmes dans la rue, pas tellement parce que je suis pas choisie, enfin ça je suis très très vexée, vous avez compris, j'ai un gros ego, mais surtout parce que j'ai l'impression que c'est le signe que j'ai demandé à la vie qu'on m'envoie, que je suis pas sur ma route. Donc je me dis, mince, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Donc là, je vais prendre le métro et je pleure, mais je pleure à un point. Mais je suis vraiment très, très mal à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu désespéré du style, en fait, je n'ai pas ma place dans ce monde. Et donc, je pleure, je rentre dans le métro et puis je vais m'installer aux places à quatre dans le métro et je suis tellement mal, je vois rien. Enfin, vraiment, un sentiment de désespoir. Et soudain, je relève la tête parce que il y a une main devant moi qui est tendue avec un mouchoir. Il y a un homme en fait qui est debout devant moi et qui est en train de me tendre un mouchoir parce que je suis en train de pleurer. Et donc je saisis le mouchoir et cet homme ne me parle pas. Il ne dit rien. Il va juste se rasseoir. Et c'est un moment très fort à ce moment-là. Et puis quelques stations plus loin, en fait, il s'apprête à descendre et moi je descends aussi et je vais donner, tu parlais de la philo, je vais donner un cours sur Nietzsche à un étudiant qui allait passer le bac. Et l'homme en question, l'homme au mouchoir, se retourne vers moi, donc je pleure toujours, enfin je suis vraiment pas bien. Et il me regarde et il me dit ce qui ne tue pas rend plus fort. Qu'est-ce qui vous met dans cet état, mademoiselle? Un décès ou une rupture sentimentale? Évidemment, à ce moment-là, je me sens franchement ridicule. Je me dis, mince. C'est ni l'un ni l'autre. C'est ni l'un ni l'autre. Et je lui dis, alors, je lui explique ma situation. Enfin, je ne parle même pas du signe. Je lui dis, voilà, j'ai passé une audition, on était beaucoup, et puis finalement, j'ai pas été choisie. Et je suis un peu ridicule. Et il me dit, mais non, c'est pas ridicule. En revanche, c'est un peu exagéré, peut-être. Et là, il me dit, moi, je suis comédien. Si ça vous met dans un état pareil, il faut changer de métier tout de suite, hein, parce que ça va pas le faire. Et lui, il allait passer une audition, enfin un casting pour un film, et il me dit, mais venez avec moi, si ça se trouve, la casting vous trouvera un rôle. Et je dis, mais je peux pas, je vais donner mon cours sur Nietzsche. Alors, il me dit, ah, bah, alors, mais vous êtes philosophe, mais franchement. Et puis, très subtilement, il me dit, mais si vous voulez, je peux lui passer vos coordonnées. C'est une jolie façon de récupérer mon numéro de téléphone. Et cet homme va devenir mon mari. Wow. Comme quoi, le Donc fait le de signe, parler ces petits mots, le signe, effectivement, est arrivé. Donc, c'est devenu ton mari et... exactement. Vas-y. Et en réalité, en fait, ceci. Et non, et en plus, c'est pas tout. Parce que ce qui est fou dans l'histoire des signes, c'est que ce jour-là, le jour où je le rencontre,
Lui, il s'appelait Basile. Le jour où je le rencontre, en fait, le matin même, avant d'avoir le coup de téléphone, etc., j'ai envoyé mon CV et ma photo pour jouer dans un téléfilm qu'il avait écrit et pour jouer sa femme. C'est là que c'est dingue. C'est-à-dire que en fait, bon, on se connaissait pas du tout. Et ça, je vais le découvrir quelques semaines plus tard, parce qu'on va se revoir, bien sûr. Et il va venir avec le scénario. Et je vais même pas lui dire tout de suite, parce que c'est presque absurde comme truc. C'est-à-dire que quand je vois le titre du scénario, je me dis, mais c'est dingue. C'est le film pour lequel j'ai envoyé mon CV et ma photo le jour où je l'ai rencontré. Wow. Et là, je me suis dit, ah ben merci la vie de m'envoyer des films Et pareils. vous avez joué, t'as joué sa femme dans la pièce alors, dans le Alors, film? eh ben, pas du tout. D'accord. On n'a pas joué ensemble, alors pour des tas de raisons de production. Lui-même non plus, d'ailleurs, il n'a pas eu le rôle de son propre film. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que ça s'appelait, le titre du film, c'était Un rebelle dans la famille. Et l'arrivée de Basile dans ma famille a créé un peu de rébellion, hein, ça je dois le dire. Donc voilà, ça a créé un peu de tension avec mes parents, etc. Mais finalement, dans la vraie vie, eh ben, il y a eu un rebelle dans ma famille Parce qu'il était beaucoup et plus ça a âgé été que la toi. plus belle. Non, non, il avait 32 ans, moi j'en avais 24. Je pense que c'était pour des raisons alors, parce que c'était un artiste et que ça faisait super peur à mes parents, déjà qu'ils se disaient, mon Dieu, elle va devenir artiste, mais mon Dieu, il lui faut pas un mec qui soit artiste. Et puis après, pour des questions plutôt, je dirais, culturelles, donc moi, je suis d'origine juive. Basile, lui, avec un nom pareil, il était catholique. Ouais. Et ça a posé deux, trois questions à mon papa. Ok. Le fait qu'il soit catholique, donc ça a créé des tensions. Mais c'était, je dirais, aux deux endroits. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il était catholique, j'ai pas vécu un rejet de racisme ou de choses comme ça. Enfin, c'était un peu tendu dans certaines familles juives, c'est un peu compliqué quand même. Et puis parce que c'était un artiste, donc il s'est dit deux saltimbanques ensemble, mon Dieu, ils vont rien gagner. Et en plus, ils veulent vivre ensemble et tout, ça risque d'être la cata. Déjà que j'avais un peu arrêté mes études. Enfin voilà, j'avais pas continué le doctorat et tout pour devenir comédienne. Il s'est dit, va, disons, est bien barré ma fille, quoi. Donc Wow. elle me ramène en plus un type rencontré dans le métro. Non mais qu'est-ce que c'était de faire, quoi? Et comment tu vis comment on vit quand on a des parents parce que qui ont peur pour les rassurer, leur montrer que on est dans la bonne voie parce que tu as deux sujets. Tu as le sujet de la peur par rapport au couple, mais aussi la peur Ouais, par rapport à ton métier parce que aujourd'hui toi complètement. à cet âge-là, tu as une passion, tu as moins de 25 ans, Mm. tu as fait des études de philo, tu veux être actrice. La vie d'actrice, c'est compliqué parce que tu fais plein de castings, ça fonctionne pas. Comment tes parents, Exactement. comment tu fais pour vivre avec ça, toi, intérieurement déjà, si ces moments de doute et dans ton entourage également? Franchement, c'est très dur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça sape beaucoup ma confiance en moi. Donc, j'oscille entre j'ai envie de le faire et je me donne pas vraiment les moyens de le faire. Donc, j'ose pas aller à des castings ou j'ose pas rencontrer des metteurs en scène ou voilà. Donc, en fait, ça me ralentit beaucoup. C'est aussi pour ça qu'à ce moment-là, je donne pas mal de cours de philo parce que j'ai besoin de gagner des sous. Euh, donc, je suis à un endroit qui est pas top parce que, en fait, mon désir est présent, mais je me donne pas les moyens de réaliser mes rêves, en fait. Donc c'est assez compliqué. Et en même temps, j'essaie quand même de persévérer. Donc, en fait, je fais un pas en avant, trois pas en arrière, un pas en avant, trois pas en arrière. Et je fonctionne pas mal comme ça à ce moment-là. Tu le conscientises là maintenant ou à l'époque tu l'avais déjà conscientisé? Non, je pense que je le conscientise, mais sauf qu'à l'époque, il y a une part de moi qui a envie d'être l'élu, donc qui a envie d'être choisi, qui s'imagine que si je travaille bien et si je suis assez douée, en fait, que c'est un peu le rêve, un peu comme Cendrillon, quoi. Je vais être choisie au bal, en fait, je vais arriver, puis tout le monde va se retourner sur mon passage. En fait, c'est pas exactement comme ça que ça se passe hein, Oui, dans bien la sûr. vie. Il faut se bouger un peu les fesses, quoi. Donc voilà, mais à ce moment-là, il y a quand même une part de moi qui fantasme beaucoup sur le fait d'être choisie. En plus, dans ma vie, c'est quand même passé deux, trois trucs un peu bizarres, notamment cette rencontre avec Basile. Donc, je pense que je suis un peu dans une forme d'illusion et puis aussi dans des conflits de loyauté. C'est-à-dire que mes parents
c'est vraiment des chouettes parents. Mais avec aussi toutes leurs projections qu'ils ont pu avoir sur moi. Donc, en même temps, j'ai l'impression de les trahir si je fais pas exactement ce qu'ils veulent, donc je m'en veux. Donc pendant ce temps, bah, je vais pas exactement vers mes rêves. Et en même temps, ils m'ont donné une structure. Donc tout ça est c'est un peu du bazar. Et ça va prendre du temps à se mettre en forme. Et ça va durer plusieurs années avant que je comprenne aussi que toutes mes casquettes, parce qu'on en parlait au départ, en fait, c'est-à-dire que j'ai plusieurs activités, euh, qu'elles sont interdépendantes et que, parce que dans notre société, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, là, c'est un peu en train de bouger avec le côté slasher, etc. Mais avant, c'était où tu fais des études, où tu es, je sais pas quoi, où tu es journaliste, où tu es acteur, où tu es philosophe. Tu Et peux tu fais pas un être seul plusieurs métier. choses. Tu peux pas faire deux. Exactement. Et T'as donc, tu pas passes plusieurs casquettes. et donc les gens te prennent un peu pour un guignol quand tu fais plusieurs choses et ils se disent bah tu peux pas être bon quoi. Ouais. Et ça j'en souffre beaucoup. Donc aux gens que je rencontre quand j'écris, je leur dis pas que je fais aussi de la philo ou que je suis aussi comédienne. À d'autres je dis pas. Et donc finalement j'ai l'impression d'être tout le temps morcelée. Et c'est pas très agréable. Il y a un moment donné dans ma vie, notamment parce que je vais devenir thérapeute, et ça va énormément m'apaiser, énormément me forger, etc. À ce moment-là, en fait, je décide d'assumer que, bah oui, je suis tout ça. Et Et c'est le ma moment où tu as fille, assumé qu'il y a eu un changement dans tes résultats et mentalement? oui, oui, à partir du moment où j'ai accepté, en fait, c'est quand j'ai créé mon site internet. Ouais. Parce que j'ai été accompagnée par une nana assez géniale qui m'a demandé de vraiment réfléchir à ce que j'avais envie de mettre sur mon site. Et aujourd'hui, je trouve qu'il ne va plus du tout, mais c'est pas grave. Dedans, en fait, j'ai mis des onglets un peu pour tout. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois la partie thérapeute, coach, psy, et puis il y avait aussi la partie artistique. Et à Mhm. partir du moment où je me suis dit, en fait, je vais assumer que je suis les deux, eh bien, ça m'a beaucoup aidé. Et surtout, dans le cabinet, les gens ont commencé à venir pour ça, parce que j'étais les deux et parce que je l'assumais. C'est-à-dire qu'ils venaient me voir, moi, Emma, pour ça. Parce que eux-mêmes se C'était comme ça. sentaient éparpillés dans cet esprit en arborescence, ce genre de choses. Et donc là, ça a fait bouger des choses. Et puis surtout, à un moment donné, bah, toutes ces casquettes, en fait, se sont rassemblées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'être psy, eh ben, ça m'aide parce que j'interviens en tant que psy sur des séries existantes ou pas en création pour dire, ben voilà, la psychologie des personnages, c'est ça. La créativité m'apporte beaucoup dans le cabinet parce que ce sont des outils que j'utilise. Ça m'a permis, la philosophie, de créer un spectacle en 2018 sur la lumière. Et mon approche, elle est évidemment philosophique. Donc, ça m'a permis de rencontrer des astrophysiciens, mais aussi des photographes, mais aussi genre du développement personnel autour de la notion de lumière et de me dire, mais en fait, on peut traiter un même sujet sous plein d'axes différents. Et finalement, ça a beaucoup de sens. Et, Mais qu'est-ce à ce moment-là, en 2005, je me dis pas ça du tout. Et toi, avec le recul, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à l'époque où tu étais en conflit de loyauté? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, ou de moins jeunes, hein, même des parents, qui sont aujourd'hui en conflit de loyauté vis-à-vis de leurs conjoints, vis-à-vis de leurs enfants, ou des étudiants, personnes qui ont 20, 25, qui sont confiés par rapport à leurs amis, par rapport à leurs parents, et qui sont dans cette démarche de un pas en avant, trois pas en arrière, parce qu'ils veulent, mais ils font pas les résultats parce que ils ont Exactement. peur de réussir, parce qu'ils ont peur de briller, parce que les parents vont voir. Et qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te dise à l'époque? Pour écouter la suite, rendez-vous dans le prochain épisode. Profites-en pour liker, commenter et laisser 5 étoiles.